Émission réalisée par Fatou Koulibaly avec elle on salue toute la grande équipe de télé installée de l'autre côté de la baie vitrée et aussi côté studio. On salue les individualités qui composent, ceux qui s'occupent des images et aussi de la fluidité sur ce plateau. Sofal est notre chef de plateau. Miss Sorolidi, l'actrice, est à la caméra. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Francky. Francky, le dimanche 21 mai dernier, elle foulait le sol de la Côte d'Ivoire. Je pense bien, hein, le jeudi 21 mai dernier, elle rentrait ici en Côte d'Ivoire par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Elle, c'est la perle de la musique congolaise. À son actif, un nouvel album baptisé Révélation. 8 titres bien comptés, arrangés par Mimi Bass et l'orchestre Extra Musica. Shana Malonga, dont on dit énormément de bien sur la toile. Notre invitée l'a choisi. On garde les contacts pour s'adresser aux Ivoiriens. Elle participera à notre débat aujourd'hui parce que c'est le best-of. Madame, Messieurs, voici quelques images de son arrivée. Je suis venue ici il y a 10 ans, donc là je reviens. Et puis je suis vachement contente d'être ici. Et puis voilà, on va me faire découvrir la ville. L'album Révélation. Donc je viens promouvoir à Abidjan pour les gens qui ne connaissent pas. Donc voilà la motivation de mon arrivée. L'album, c'est un album de 8 titres plus le générique. Donc il y a de la rumba, il y a du folklore, il y a du coupé-décalé, il y a du coupé-décollé, un nouveau style que je viens d'inventer. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc tout le monde va se retrouver dans cet album. C'est un album qui est très coloré et donc vous allez l'apprécier, j'en suis sûre. Merci à tout le monde. Bonne arrivée, Shana. Merci. Merci d'être parmi nous. Alors, coupé décalé, coupé décollé, ça c'est l'une des premières fois que j'entends ça moi-même. Ben oui, tout à fait. Pour les Ivoiriens, c'est coupé décalé. Donc moi, j'ai créé un style coupé décollé. Donc c'est un mélange de dombolo, de coupé décalé. Et puis voilà, c'est un nouveau style en fait que j'ai créé. Alors, 10 ans que vous n'êtes pas venu en Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire vous avez trouvé devant vous lorsque vous êtes arrivé? Ah super, les infrastructures ont vraiment changé. Vraiment super. Franchement, il n'y a rien à dire. Très bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, je vais vous présenter Guy Defer. C'est notre chroniqueur maison, l'un de nos chroniqueurs maison. Il est humoriste, comédien, il a à la charge du Jelly Théâtre, une troupe qui a formé pas mal de têtes fortes de notre humour. Aujourd'hui, chaque année et à répétition, bonjour 2000, 2001, 2002, 2003 jusqu'à 2014. Ces acteurs-là sont issus de son école et de ses rangs, hein, pour la majeure partie des acteurs de Bonjour. Guy Defer, bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente Shana. Ah oui, Shana, je suis très content, très ravi. J'ai vu sa prestation. Dieu merci. Très bien. Oui. Alors, en face de Guy Defer, Aubin Manfi, artiste, musicien, chanteur. Aujourd'hui, grâce au conte, il fait le tour du monde. Il arrive à convaincre pas mal d'opinions concernant la profondeur du conte. Et je pense qu'il arrive à vivre de cet art-là aujourd'hui au point de vouloir organiser le secteur des artistes ici en Côte d'Ivoire dans l'optique d'établir des fiches de paye pour professionnaliser le milieu. Aubin, bonjour. Bonjour Mohamed. Je vous présente Shana également. Enchanté Shana. Très bien, ok, d'accord. Notre ami est avec nous, M. Charlie La Légende. Il est journaliste à Top Visage, 20 ans d'existence, un journal qui mérite respect et considération. Et le journal garde toujours la ligne. Bonjour, Charlie, bienvenue. Merci. Alors, le dernier passage s'est fait la semaine dernière, Exactement. La semaine surpassée également. Il y a eu un petit clash entre vous et Guy Defer concernant le cinéma. On joue la finale aujourd'hui. C'est la finale, hein? D'accord. Madame, Messieurs, soyez rassurés, vous aurez droit à la parole. Les deux grands chapitres concernent le cinéma africain. Est-ce que ce cinéma peut rebondir? Et l'autre côté, nous parlerons de la dédication artistique. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut apporter à la société? Mais la case obligatoire, ce sont les brèves. Lamine TPJ est un artiste ivoirien qui est apprécié depuis ces derniers temps. Les kermesses ont commencé, il est parmi les artistes qui tournent beaucoup. Nous avons été témoins de l'une de ses prestations. Tu as tiré la photo. Chapitre qui ne tient pas la foule, mais tu t'en fous quand même. Les fracasseurs, maintenant on Michael Jackson. L'homme de guitare, jouez.
Bien fait, les activités des vacances ont commencé, les examens approchent et les kermesses sont déjà démarrées. La mine donne le ton ici, c'était au stade de la BAE, les élèves sont venus voir leur idole. Oh oui, surtout que c'est Yopougon, où moi-même je opère en tant qu'assistant, chef de service culturel. Il a une direction, mais au niveau de la culture, c'est moi qui m'en charge. Donc les vacances sont démarrées vraiment. Et bon, c'est des jeunes gens vraiment... C'est bien quoi, ça anime la commune. Yopougon, c'est la plus grande commune de toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, voir des jeunes gens comme ça faire le plein du stade de la BAE, félicitations. Chana, avez-vous fait un tour à Yopougon? Connaissez-vous bien la réputation de Yopougon? Pas bien, mais j'ai fait un tour à Yopougon, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, c'est là où je loge. Donc, Ah d'accord. Alors, des activités comme ça aussi peuvent vous intéresser parce que ça, c'est la rencontre, la proximité avec le public. Bien sûr, tout à fait. Moi, j'adore la proximité avec le public. On va avoir un échange direct, donc tout à fait, ça peut m'intéresser. Alors, Aubin, là, c'est une prestation à cacher, par exemple. Vous voyez ça d'un autre œil. Je veux dire qu'à chaque fois qu'un artiste doit faire un déplacement, derrière, il faut qu'il y ait quelque chose de rentable. Bien sûr que c'est tout à fait normal, il ne faut pas travailler dans le vide. Le secteur des arts et de la culture en a marre de toujours lancer les coups d'épée dans l'eau. Et il est temps que dans la structuration de ce secteur, qu'après cette manifestation, eh bien, que le cachet qui est donné ne soit plus remis comme dans le temps, qu'on vous le donne et puis vous disparaissez, que ce soit à la suite d'une fiche de paie, parce que c'est ce qui confère une couverture sociale. Si depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, tous les policiers, les médecins, les enseignants, si tout le monde travaillait sans avoir une fiche de paie, eh bien, on assisterait dans leur domaine aussi à des SOS, au secours, il y a des médecins qui sont malades, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Au SOS pour les enseignants, mais grâce aux diverses fiches de paie qu'ils ont, eh bien, à partir desquelles ils font des cotisations, quand ils sont malades, ils sont soignés, grâce à cela, ils vont aussi en vacances, et grâce à cela, demain, quand ils sont vieux ou vieilles, ils vont à la retraite. Et c'est ce que nous avons, par exemple, en France, dans le domaine des arts et de la culture, les artistes ont des fiches de paie qui leur permettent de profiter de la sécurité sociale, de profiter des congés spectacles, ainsi de suite. À partir du moment où cela n'existe pas, eh bien, on est dans le secteur informel. Et puis, sauf qui peut, il n'y a pas de... Même quand on parle de contrat, bon, on vous donne un contrat. Bon, vous voyez que c'est important d'avoir une fiche de paye. Il ne s'agit pas... Je n'invente pas le fil à couper du beurre, le beurre, loin de là. Ce sont des choses qui existent et c'est possible de le faire exister dans ce pays qui se veut émergent. Parce que l'émergent, voilà, ça fait aussi partie de tout cela. Dans tous les secteurs d'activité. Donc, que chacun respecte son domaine et réfléchisse de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter dans le domaine qu'il a choisi pour le faire émerger. Voilà, tout simplement. Voilà. Charlie, les artistes étaient confrontés parfois à un dilemme, hein, on l'appelle en ce sens. On joue sur la corde sentimentale. Ah, mes élèves vous apprécient beaucoup, mon personnel vous apprécie beaucoup, madame vous aime ou les enfants vous aiment, venez jouer à leur anniversaire, à notre mariage, dans notre établissement. Alors, face à ce dilemme, aujourd'hui, ce dilemme peut être cassé. Ce qu'Aubin dit, oui, c'est de vraiment rentabiliser, capitaliser chaque sortie d'artiste, chaque prestation. Okay. Oui, bien sûr, moi dans le travail, je ne m'amuse pas. Hein. Tu peux bien me connaître, mais quand il s'agit de contacter un artiste pour sa prestation, en ce moment, l'artiste est au travail. Il n'y a pas un petit spectacle parce que moi, j'ai vu des grands artistes, même en spectacle, la salle était presque à moitié vide. L'artiste a pressé comme si la salle était bourrée à craquer. Donc, quand tu appelles un artiste, même si c'est du genre Kermesse ou la mine TPJ a joué, c'est son cachet normal que tu dois payer parce qu'il est au travail. Parce que s'il ne travaille pas, la question de l'SOS, c'est les mêmes personnes qui vont appeler pour dire « Ah, mais mon petit, la faute d'un temps, il va venir jouer. » Et puis bon, eux, les promoteurs, ils fixent le cachet des artistes. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Dès l'instant que tu appelles un artiste, le prix qu'il te dit, même si c'est ton cousin, c'est ton frère, il est au travail. D'accord. Voilà. Alors, Bideffer, c'est une vraie réalité, le dilemme posé aux artistes. Oui. Lorsqu'on joue sur la corde sentimentale, oui. Il a parfois du mal à refuser. Parfois, l'artiste ne peut pas convaincre le manager pour pouvoir exécuter.
Oui, mais il faudrait qu'ils apprennent à refuser, parce que c'est un métier aussi qui nécessite. C'est de la même manière qu'ils sont partis à l'école. Ils sont médecins, avocats, ingénieurs, agronomes. Les artistes aussi sont partis à l'école. Aujourd'hui, pour faire du théâtre, il faut avoir la licence, la maîtrise, on en fait là-bas. Mais en fait, ils se foutent des gens, en fait. Ils se foutent des gens. Voilà des gens, ils organisent un mariage, ils payent tout, la nourriture, les têtes, tout, ils payent tout. Et à ton tour, l'artiste dit, bon, viens, je vais payer ton transport. Même la semaine dernière, le vendredi dernier, il y a un individu comme ça qui a eu le courage de m'appeler, qu'il faisait son anniversaire à la Riviera, moi de venir, et qu'il va payer mon transport. Je lui ai dit, je n'ai jamais eu envie de venir chez toi à la maison, et puis je ne t'ai pas dit que je manque de transport pour me déplacer. C'est-à-dire, c'est des gens... Ça manque de la oui, c'est-à-dire, quand on se fout de toi, il faut donner une réponse de foutaise. C'est comme ça que ça se passe en fait. Et quand tu le choques, il va se sentir choqué. Demain, il va réfléchir. Il va réfléchir. Parce que quand il évite quand même de dire à un artiste, viens, on paie ton transport. Non. Et puis tu salues à ton cachet, il met de ta main et puis attrape ça. Demain, on se voit. N'importe quoi. C'est le même problème. Vous allez apporter aussi votre contribution. C'est vrai, oui, on trouve qu'il faut respecter l'artiste dans sa profession, mais il faut y mettre de la manière aussi. Non, c'est vrai, moi je rejoins tout à fait Charlie. C'est vrai, c'est qu'il y a des fois, il y a des gens qui, soi-disant parce qu'ils nous connaissent par amitié, cousin, oui, viens me prester, on va te donner un petit cachet. Non, je suis désolée, un travail c'est un travail, on vit de ça, on est artiste. Donc il faut quand même respecter comme les artistes. Il faut, voilà, quand on presse, on doit avoir un cachet conséquent. On a quand même une famille, on a des charges, on a des loyers à payer. Donc bon, c'est la moindre des choses quand même de donner un cachet à un artiste. Alors, Aubin, est-ce que cette situation n'est pas parfois créée par la séquence dédiée à la promotion? Parce qu'au moment de la promotion, l'artiste est obligé de faire parfois de la proximité et celui qui est client ou le demandeur veut étendre la promotion parfois à des prestations sérieuses. Est-ce que là, il n'y a pas une frontière qu'il faut franchement déterminer? La promo et la profession. La promo pendant au moins 2 ans. Une promo, c'est maxi 3 mois parce que quand on est en promo, on investit de l'argent. On paye les radios, les playlists, on paye pour la diffusion des clips vidéo. Il y a une période pour la promo. Une fois ces 3 mois sont passés, toutes les sollicitations qui viendront après, là c'est le cachet normal. Même en promo, on a le cachet normal. Ouais, non, mais ce qu'il faut dire, il faut savoir que c'est à partir de ce moment qu'il faut penser et parler de l'organisation. Parce que l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Son rôle, c'est quoi? C'est dans la créativité. Une fois qu'il a créé, son produit doit être mis sur un marché et qui met sur le marché, c'est quelqu'un d'autre qui le vend, qui encaisse, qui dispatche. Alors, à partir du moment où on entre dans un secteur, il faut comprendre les rouages. Parce que vous n'allez pas prendre la place de votre agent pour négocier une intervention quelque part. Non, je suis désolé, adressez-vous à mon agent. Et c'est l'agent qui discute. Parce que quand on vient auprès de l'artiste, c'est tout à fait normal. L'artiste, il a un cœur, il a des sentiments. Mais on joue sur cette corde, c'est normal qu'il se fasse avoir. Donc, pour éviter cela, chacun a sa place. Le producteur a sa place, le distributeur a sa place, l'agent a sa place, et ainsi de suite. Une fois qu'on a signé le contrat avec ces divers corps, eh bien, on respecte, on ne va pas empiéter sur le terrain des autres. À partir du moment où on se dit, bon, c'est moi l'artiste, maintenant, tout ce que l'on dit là, c'est vrai. Cela peut être conforté dans une charte, dans un règlement, on le respecte. Cela ne veut pas dire qu'un artiste ne puisse pas aller jouer gratuitement quelque part. Ça aussi, ça existe. Mais il faut qu'il comprenne pourquoi il joue gratuitement. Il faut qu'il sache pourquoi il le fait. Donc, mais venir vous appeler, vous dire, bon, s'il te plaît, bon, tu sais, vous aime, les enfants vous aiment. Les enfants vous aiment. Ah, c'est vraiment, ils m'aiment très bien. Mais moi aussi, j'aime votre portefeuille. Bien. Merci beaucoup. Alors, si vous aimez un artiste, il faut absolument penser à payer cet artiste-là lorsque vous avez besoin des prestations d'un artiste. C'est ce qu'on pourrait tirer en termes de conclusion de ce premier chapitre-là. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes. Dans seulement quelques minutes, le 22 42 54 sera ouvert. Mais bien
bien avant cela, Patrick va nous faire un rappel concernant le cinéma africain et singulièrement le cinéma ivoirien, Patrick. C'est exact, Mohamed. Nous sommes aussi dans le best-of des docs état des lieux du mois de mai 2015. Le cinéma ivoirien avait été l'objet de notre discussion précisément le 6 mai. Et le 6 mai, justement, nous avons proposé un document qui nous rappelait que voici une cérémonie ivoirienne, Made in Côte d'Ivoire, organisée par une promotrice ivoirienne du nom de Élisée Yao. Elle avait organisé le 6 décembre 2014 la cérémonie des Léonards, une cérémonie qui avait pour objectif de donner un nouveau souffle au cinéma ivoirien. Regardez. Première cérémonie des Léonards. Les artisans du 7e art ivoirien sont célébrés. L'initiative est de l'actrice Élisée Yao. Première étape de cette sélection, 44 nominés repartis dans 12 catégories. Cadreurs, acteurs, réalisateurs, scénaristes et production cinématographique, entre autres. Deuxième acte, 12 primés, dont Michel Gou, Adrienne Coutouan, Owel Brown et Souleymane Keïta. Un coup de fouet porté au cinéma ivoire selon les lauréats. Que ce trophée vient quand même me demander de me remettre au travail parce qu'à partir du moment où le trophée te tombe sous la main, ça veut dire que les yeux sont braqués désormais sur toi, tu n'as plus droit à l'erreur. Les Léonards sont bienvenus. Les Léonards sont bienvenus parce que l'actrice ou l'acteur va se rendre compte que ce n'est pas pour ton film qu'elle est là pour être la meilleure. Les Léonards récompensent l'excellence, donc il faut se battre, il faut être meilleur dans son domaine, il faut se donner. Il faut aller à l'excellence. Il y a aussi des distinctions spéciales attribuées à des pionniers et monuments du cinéma ivoirien. Cérémonie rehaussée par la présence des autorités, mais aussi par un invité spécial, Bola Abayomi, à l'état civil, Fabien Odeoye Lojede, célèbre acteur nigérien de la série Jacob Cross. Sans oublier des prix décernés à titre posthume à des personnages qui ont fait les beaux jours du cinéma ivoirien, à savoir Désiré Ekaré, Henri Duparc, Yoko Zoloa, Kitia Touré et David Lodji. Instant émotion aggravé dans les mémoires, les Léonards évoquant l'acteur ivoirien Léonard Grogué célèbre le cinéma ivoirien qui a vu le jour dans les années 60. Exactement, le cinéma ivoirien a vu le jour dans les années 60. Comprenez un peu la maturité de notre cinéma. Nous nous posons encore des questions de savoir qu'est-ce qui a provoqué un tant soit peu une petite mort de notre cinéma pour aujourd'hui revoir le jour à travers ce genre de cérémonie ainsi que celui que nous avons invité, d'où Mohamed vous aurez l'occasion en tout cas de présenter cet élément tout à l'heure. Ainsi pour dire que des actions en sont menées individuellement, aussi soutenues parfois par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre le renouvellement des habits de gloire qu'elle avait dans les années 80 et 70 de notre cher cinéma ivoirien. Bidefé, un cinéma qui est né dans les années 60 devait connaître une maturité, comme Patrick vient de le dire tout de suite. Normalement. Mais là, aujourd'hui, on est un peu sur notre fin. Oui, normalement. Alors que nous avons eu quand même des grands cinéastes ici en Côte d'Ivoire qui ont même fait des études. En Europe, à un moment donné, il faisait partie de tous ceux qui se débrouillaient au niveau de l'INA. En France, c'était pour avoir vraiment des grands hommes de cinéma. Et il y en a ici. Quand tu prends des gens comme les Kitia Touré, ils sont beaucoup un peu, il y en a. Mais ils ont fait un beau travail. Mais après, ce travail n'est pas suivi. Parce qu'ils ont fait des études en France, donc ils ont réussi à tisser quand même des amitiés. Et donc, au niveau des financements, ils réussissaient quand même à regrouper des financements. Mais aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire ne finance pas le cinéma. Quand je dis ça, les gens pensent que je dis aux gens qu'il n'y a pas de cinéma en Côte d'Ivoire. La dernière fois, le blanc que nous avons réussi ici, il dit qu'il a investi 100 milliards de francs CFA, 100 milliards de francs CFA pour 1 an de tournage. Nous, ici, nos cinémas, on fait quoi? Pour 2 millions de francs, on tourne à 5 jours. Et vous voulez que je dise qu'en Côte d'Ivoire, il y a du cinéma. Mais c'était tellement encouragé les autorités à ne rien faire. À ne rien faire. Ils vont dire oui, il y en a là-bas, donc on ne fait rien, alors qu'il n'y en a pas. Oh ben, attention, Charlie, oui. Léonard devait être des stimulants pour les créateurs. Là on se plaint, mais si on prime les meilleurs, je veux dire, c'est une façon de dire aux artistes aussi, aux acteurs, de bouger. Oui, c'est vrai, parce que chacun aspire, comment on appelle, à une distinction. Voilà, donc aujourd'hui, si on reconnaît la valeur de ces anciens qui ont fait le beau jour du cinéma, ça va encore encourager davantage la jeunesse à travailler. Les jeunes qui aujourd'hui qui veulent s'essayer au cinéma, qui veulent faire leur preuve dans le cinéma, comme je le disais tantôt, la dernière fois avec Guy de Fer, qui ont du talent, qui ont besoin de financement, déjà avec leur production, que Guy de Fer trouve que ce n'est pas de bonnes productions, déjà
veulent se frayer un chemin dans le milieu, en voyant déjà cette distinction avec les Léonards, ça va les galvaniser davantage à se donner plus, parce que demain, si eux aussi ils aspirent à décorer de la manière que les Léonards Gbagbo là, qu'ils ont reçu des trophées, eux aussi ils aspirent un jour à recevoir un trophée. Vous voulez dire quoi? Lorsque il n'y a rien qui de faire se plaint, lorsqu'il y a quelque chose, il se plaint également. Ah bon, c'est vrai, ça n'avance pas, il se plaint, les jeunes font des films, ils trouvent que non, ce ne sont pas des films. Non, les jeunes font un effort, mais il ne faudrait pas qu'on ment à la nation, parce qu'il faut que la nation comprenne. Les décideurs doivent savoir que ce problème, il y a un problème ici. Mais quand on leur dit qu'il y a du cinéma, alors que vraiment il n'y en a pas. Ces enfants, ils ont des ambitions, ils veulent travailler, ils ont besoin vraiment des moyens. Il ne faut pas penser que lorsque tu finances une production à 2 millions, 3 millions, alors tu as aidé un producteur de cinéma. Mais c'est faux, tu n'as rien fait. Les 3 millions ne peuvent même pas lui permettre d'aller faire un repérage. Ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Non, oui, moi, voilà. je suis d'accord avec toi, mais je sais que bel et bien le ministère de la Culture a un service du département du cinéma qui fait des investigations pour savoir que le cinéma est à la traîne. Aujourd'hui, il n'y a pas de salle de cinéma. Les quelques salles qui sont là, les gérants de ces salles ne veulent pas faire passer des cinémas africains. Je comprends, parce qu'on a eu le cas avec Laurent Safi. Le producteur a eu tous les années pour faire diffuser son film dans la salle de l'Hôtel Ivoire. Parce que quand ils arrivent, ce n'est que des films américains qui sont à l'affiche. Le seul film africain qui a été d'ailleurs accepté parce que c'est un réalisateur blanc, ils ont programmé le film un mardi. Tu comprends? Avec beaucoup de sous. Oui. Un jour ouvrable. Un jour ouvrable. Parce que pour eux-mêmes, ce n'est pas du cinéma, peut-être ils trouvent que c'est un documentaire. Dans nos propres pays. Mais où allons-nous? Mais le ministère de la Culture est là, ils savent. Même les quelques salles qui étaient là, le monsieur a fermé. C'est grâce le même réalisateur de Laurent Safi. C'est une discussion farouche. Hein. Le monsieur, non, ne ferme pas ta salle, je dois projeter mon film. Et puis bon, finalement, le monsieur a accepté à ce que son film soit projeté. Mais on a en Côte d'Ivoire, les réalités sont là. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous venez d'arriver, Chana, vous tombez vraiment sur des sujets brûlants. Avons-nous des raisons de nous inquiéter pour le cinéma africain? Avons-nous des raisons? Est-ce que là où vous êtes, ce cinéma est vu, représenté, bien vu? Alors, moi, je suis en France, mais c'est vrai que on n'a pas l'occasion, on n'a pas trop l'occasion de voir des films africains, malheureusement, alors que je trouve qu'il y a des très, très, très bons films africains. Mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Je crois qu'il faudrait, dès le plus jeune âge, inculquer aux enfants, en fait, de revenir aux sources, parce que bon, c'est vrai qu'avec maintenant, avec les pirateries, l'internet, tout ça, en fait, les cinémas, en fait, même en France, je veux dire, c'est plus, on ne va plus au cinéma comme avant, parce qu'il suffit de cliquer sur l'ordinateur et puis on a les films qui sortent. Donc, il faudrait peut-être faire changer ça, en fait, je pense. Voilà, messieurs, vous allez certainement réagir dans les minutes qui vont suivre. Patrick, vous avez une urgence? Oui, une urgence, Mohamed. Vu l'intensité des discussions sur ce plateau, j'ai pu me balader quelque part sur Internet pour voir un article qui va certainement vous intéresser. Il parle du développement du cinéma africain, singulièrement le cinéma nigérian. Vous voyez, c'est un article de Afrique Renouveau. Il nous parle du cinéma nigérian, qui est une mine d'or potentielle. Lisez avec moi. Il nous dit, avec plus d'1 million de personnes, Nollywood est la deuxième source d'emploi du pays. Alors, je suis allé un peu plus loin. Il nous dit, l'industrie cinématographique nigériane, baptisée Nollywood, a produit une 50aine de films par semaine, ce qui la place au 2e rang avec Bollywood en Inde et devant Hollywood aux États-Unis. Même si ces recettes ne sont pas comparables à celles de ses homologues indiens et californiens, Nollywood génère 590 millions de dollars par an, estimant qu'une meilleure gestion de ce secteur permettrait de créer 1 million d'emplois, de plus que la Banque mondiale. La Banque mondiale, moi-même vous entendez très bien, la Banque mondiale aide actuellement le gouvernement nigérian à soutenir l'industrie du divertissement et d'autres secteurs. Alors Mohamed, pour terminer ce chapitre, voici des chiffres qui ont attiré mon attention, que vous allez voir tout de suite devant votre écran. On nous dit, Nollywood en chiffres, nous avons d'abord 590 millions de dollars. C'est le chiffre d'affaires annuel estimatif de l'industrie cinématographique nigériane. Ainsi, à la suite, nous avons 200 millions de dollars, qui est le montant du fonds
de crédit promis par l'ex, à cette époque, je veux dire, président, pour aider au financement de l'industrie cinématographique nigériane. 250 000 $. C'est le montant du premier prêt octroyé pour la production du film Dr Bello, le premier film nollywoodien à être diffusé dans les cinémas américains. 50, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le nombre moyen de films produits par semaine au Nigeria. Et pour terminer, nous avons presque terminé, je veux dire, de 25 000 à 70 000 $. C'est le coût moyen des films de Nollywood, comparé un peu en francs CFA ce que ça peut nous donner. Et enfin, 250 millions de $, c'est le coût moyen des grands films d'Hollywood. Voici un peu les chiffres de comparaison. On prend la mesure du paradoxe, hein, 50 films par semaine en moyenne, à 590 millions de $, soutien de la Banque mondiale, ou même en fait normalement. Et puis deuxième au plan mondial en termes de production, normalement, il ne devait pas avoir d'inquiétude. Oui, normalement, mais si on reste dans le domaine de la Côte d'Ivoire et qu'on parle du cinéma, on devrait s'atteler à cette expression dans le cinéma, arrêt sur image. Arrêt sur image voudrait dire quoi? Puisque tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Donc, qu'on s'arrête un instant, qu'on réfléchisse, qu'on fasse les assises du cinéma en Côte d'Ivoire, de telle sorte que d'où viennent les problèmes, comment les résoudre. Mais il se trouve que, individuellement, des gens prennent des initiatives, comme moi personnellement j'en prends pour le secteur des arts et de la culture, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire en principe. Il faut que toutes les forces se mettent ensemble, réfléchir, prendre une décision et aller de l'avant. Celle qui a eu l'initiative de Léonard, c'est une idée généreuse, c'est bien, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas seulement que cela qu'il faut faire. J'ai appris hier soir par un ami, Jean Andrea, qui me disait qu'ils vont créer une école de cinéma. Bon, on va créer une école de cinéma pour grossir les rangs des chômeurs, mais ceux qui sont déjà sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont fini de travailler? Est-ce qu'il y a assez de salles? Donc, il faudrait vraiment que l'on s'asseye, asseyons-nous, discutons autour de la table, puisque on est dans le cinéma, arrêt sur image. Très bien, merci beaucoup. Bonne proposition, proposition notée certainement. C'était le chapitre consacré à l'état de lieu du cinéma africain, aussi au cinéma ivoirien. On passera de l'autre côté après ce tampon pour permettre aux uns aux autres de participer au débat. On aura une vingtaine de minutes. Vous êtes les bienvenus. Garde le contact. Cette semaine, récapitulatif mai 2015. Réagissez au sujet de votre choix, lundi et mardi. Organisation et activités de l'Afrique précoloniale. Esclavage et traite négrière des Africains complices. Mercredi. Le cinéma ivoirien peut-il rebondir à la découverte de l'éducation artistique? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Un cinéma qui devrait normalement avoir de l'avenir, le cinéma africain, et ça devait générer des devises. Mais malheureusement, ce cinéma est à la croisée des chemins et chaque contrée, chaque pays est en réflexion en tout cas sur l'avenir du cinéma. Et notre équipe a employé une partie du mois de mai à parler de ce problème-là. Et voici une petite équipe qui a bossé, une équipe annexe à l'équipe de On Garde les Contacts. Elle a sa façon de voir le cinéma et c'est une caricature menée par Daisy. Parlons-en. Mais depuis là, c'est qu'on attend. On attend un nouveau pointeur. Même si c'est mon anniversaire, moi, j'ai pas envie de dépenser. Donc il va venir, c'est un gars un peu assez ridicule. Qu'est-ce qu'il va nous dans les bons coins? Mais je pense... On veut partir là-bas et on s'en va. Lui, il n'a qu'à payer. Lui, il vient là. On s'en va quelque part, on s'amuse, on va, on boit tout bien dans un coin bien chic là. On prend le coin. On est en là, on meurt. On meurt. On l'attend.
Mais prends la position des moulailles là quand même, pour voir. Oh, attends, il va venir d'abord. D'accord. Sinon, il faut que... là, on va dans les bons coins. D'accord. Entrez. Tu vas casser notre porte là. Coucou! Alors, comment va la plus belle femme du monde? Ça va. Miss? Alors les filles, vous ne me donnez pas à soir? Si, assieds-toi. C'est toi qu'on attendait. Ok. Non, mais je dois me lever parce que là, c'est une très, très, très grande surprise. Ah bon? Oui. Vous savez ce qu'on va faire ce soir? On va aller en boîte? Non, pas ça. Allez-y. Encore plus. Non, un peu d'imagination. Au restaurant? Non, c'est pour les vieilles personnes. Allez, dis-moi, il faut dire maintenant. Alors, pour la surprise, nous allons aller au cinéma. 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 Au cinéma. C'est top. Donc, vous êtes déjà prête? Non, on n'est pas prête. Hein. On va laisser apprêter. D'accord. On va prendre quelqu'un en bas et puis ensuite on va aller au cinéma. Je vous aime. Alors. Oui, à tout à l'heure. Hein. Quelle est mignonne. Laisse tranquille, hein. On revient. Je t'attends bébé avec plaisir. Hey, on dit quoi? Mais depuis on vous attend, les filles, c'est quoi? Depuis là, on est calmé. Il dit, calmez-vous. On laisse. C'est beau là. Oh, arrête. Non, mais c'est qui lui? On voulait la maquiller un peu, genre, il va aller payer les cheveux pour nous, on vient. Dès où on va partir. Cinéma. Il s'est pas dit, ça est devenu mon église. Attends, mais c'est mon église, demain moi je vais payer là-bas. Allons-y, pardon, lui là. Donc vous le laissez là? La fille, vous allez où? Au cinéma. Allons, c'est le cinéma avec le trouver ici. Aïe. Mais le cinéma, c'est la vie. Le cinéma, c'est la vie. Alors, Aubin, là, on en rit, mais c'est sérieux. C'est sérieux parce que tout le monde a bien compris que les filles étaient désappointées. Aller au cinéma, mais elles n'ont pas besoin de ça. Elles veulent aller en boîte, elles veulent aller au restaurant à la limite. Et le cinéma en France était aussi en berne à un moment donné. Donc aujourd'hui, ils ont réussi à booster un peu le cinéma parce que l'État s'est levé, a injecté de l'argent là-dedans. Il y a eu des idées. Il y a eu par exemple avant un cinéma par-ci, un cinéma par-là. Les cinémas se regroupent. On part, il y a plusieurs salles. Il y a des restaurants à côté. Il y a des ambiances. Donc, ils ont réussi à rendre le cinéma aussi plus ludique que par le passé. Donc, je veux dire, mettre côte à côte tout ce qu'elle voulait tout à l'heure. Voilà, on le met côte à côte. La boîte de nuit, oui. Le restaurant. Voilà, dans le même quartier, dans le même environnement, vous sortez de là, vous faites ceci. Voilà, elle est là, à Jaurès, le MK2. Quand on va au bord de la Seine, bon, c'est un lieu de promenade, vous voulez vous marcher au bord de la Seine, il y a des choses dehors, des petits restaurants, des cafés, et vous allez au cinéma. On aurait proposé cela aux filles, croyez-moi, qu'elles iraient. En tout cas, vive le cinéma, fasse Dieu que les choses aillent dans le bon sens. Il se nomme Anton Vassil, il est réalisateur de Laurent et sa fille, un nouveau film qui fait un sérieux carton. Il était notre invité le 6 mai dernier, il n'y est pas allé avec des gants. C'est que lorsque la Côte d'Ivoire sera un pays émergent, puisqu'on en parle aujourd'hui, qu'un jour quelqu'un constatera qu'il y a un marché pour le cinéma, construira des salles en Côte d'Ivoire et mettra des films américains dedans. Ah ouais. Voilà. Lorsque ça arrivera, ce sera trop tard parce que le cinéma ivoirien n'aura pas eu le temps de naître et d'exister. Je pense que si la Côte d'Ivoire veut avoir son propre cinéma, il faut qu'elle fasse l'effort, comme tous les pays d'ailleurs. Le cinéma, contrairement à la télévision, c'est des images avec du son. La télévision, c'est du son avec des images. Des images qui sont belles, qui ont une valeur artistique et qui se laissent regarder à elles toutes seules. Et on accompagne ça avec une histoire, avec du son. Et ça se laisse regarder dans une salle qui projette correctement. Et ça, c'est l'expérience du cinéma. Et c'est vers cela que la Côte d'Ivoire doit aller, parce qu'il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire, s'ils avaient ces moyens de montrer quelque chose, feraient du très très beau travail. Et je vais conclure, feraient également renaître la mythologie africaine.
Parce que si demain je veux voir l'épopée de la reine Coco, par exemple, je veux la voir sur le grand écran. Parce que ça mérite d'être sur le grand écran au même titre que les 10 commandements et au titre de n'importe quel autre film. Alors pourquoi est-ce qu'on nous inflige systématiquement la culture américaine alors que l'Afrique a une grande culture? Réponse, parce que l'Afrique n'a aucun moyen de montrer sa culture. Il n'y a pas de salle, vous comprenez? Et le coupé-décalé ne peut pas remplacer la mythologie cinématographique d'un pays. Le décalé ne peut pas remplacer la mythologie cinématographique de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Patrick Ndiakan sur la toile, d'autres propositions, parce que M. Anton a fait beaucoup de propositions. Le cinéma qui devra se réinventer, comme Aubin Manfei l'a dit tout de suite. Le cinéma doit être attractif, déjà avoir des salles, mais des salles qui offrent d'autres services en plus de la projection. Voilà. Et c'est sûr qu'on aura fait un pas vers l'émergence de ce secteur d'activité. Patrick, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui font des propositions concernant le développement du cinéma ou la survie du cinéma? Oui, il y a plusieurs personnes, Mohamed. Ils se sont très intéressés parce qu'ils aiment leur cinéma ivoirien, Mohamed. Il s'appelle El Khalif, il préfère miser sur l'espoir parce qu'il nous dit, à travers ses propos, vouloir c'est pouvoir, tout est possible si on met les moyens financiers à leur disposition, former bien nos acteurs, lutter contre la piraterie qui aujourd'hui a freiné le monde des arts et de la culture et aussi amené la population à fréquenter nos salles de cinéma. C'est ça le véritable problème. À mon avis, tout est possible. Alors, un peu plus bas, vous allez voir la réaction de monsieur Avowoudi Jean-Jacques. Il nous dit « Bonjour, cher monsieur. Je pense pour ma part que les Africains ne prennent pas conscience du retard considérable de la cécité mentale que sévit sur le continent. Notre priorité aujourd'hui, nous autres Africains, au niveau cinématographique, je pense qu'elle doit être axée sur le récit historique voilà, des faits culturels et ancestraux africains afin de pouvoir véritablement encenser les films que nous diffusons et dans le même temps éduquer les jeunes générations sur l'origine africaine de la civilisation afin que nous sortions de ce paradigme occidental qui nous aliène depuis plusieurs années. Ça sera pour nous le seul moyen de développer le cinéma. Maintenant que nous resterons de simples imitateurs des méthodes de style cinématographique des Occidentaux, nous resterons des suiveurs et non des leaders. Voilà, là il répond à la question quel cinéma pour l'Africain, quel cinéma pour le public africain. Nous allons à Yopougon, commune de Yop, qui a été citée tout à l'heure en début d'émission. Monsieur Dagri est en ligne. Bonjour Dagri. Bonjour mon frère. Merci d'être avec nous. Nous faisons le best-of. Lequel des sujets vous intéresse? À propos du rebondissement du cinéma ivoirien. D'accord. Alors on vous écoute. Bon, en fait, il y a deux propositions si vous le voulez. Voilà, en Afrique, si on veut décider du pays qui est en avant du cinéma, actuellement, on peut considérer le Nigeria. Mais pourquoi pas prendre l'exemple de ce pays? Je donne quelques exemples. Nous avons de très bons cinéastes ici qui sont souvent réputés par l'Occident et aller produire dans des films là-bas qui sont revendus après en Afrique ici même. Pourquoi pas se servir de ces personnages très importants et puis essayer de faire rebondir le cinéma ivoire. D'accord. Maintenant, pour une deuxième proposition, encore sur le Nigeria, et pas encore l'exemple du Nigeria, c'est beaucoup en avance sur le cinéma en Afrique. Et pourquoi pas créer une chaîne de diffusion des films ivoires, pour ne pas se mêler dans des salles de cinéma. On peut même suivre depuis son petit écran et par les événements de tous les cinéastes ivoires, avec tous les talents à la vie. D'accord. Merci beaucoup Dagri. Et bien des choses à ceux qui nous suivent depuis la commune de Yopougon. Deux propositions s'inspirer de l'exemple nigérian et aussi pourquoi ne pas penser à la création d'une chaîne spéciale, une chaîne dédiée aux films ivoiriens. Je pense que c'est un projet qui est en cours. Hein. La RTI, dans ce sens, est vraiment active et c'est en ce sens que vous avez Babi Oud qui très bientôt en tout cas fera des vagues ici en Côte d'Ivoire. Alors, Bi, le monsieur demande de s'inspirer de l'exemple du Nigeria qui marche déjà. Êtes-vous allant dans ce sens-là? Oui, ça marche parce que le Nigeria, il y a des mécènes, des gens qui aiment bien le cinéma. Et puis, ils se sont inspirés, je ne sais pas quoi, mais ils ont réussi le parcours. Et vraiment parce qu'ils ont compris que l'art est un vecteur économique. Et on y investit des sous, et donc c'est rentable. Mais tu vois, quand je suis là, j'ai mal au corps, quoi. Parce que chaque fois, nous avons des rencontres qu'on appelle France-Afrique.
France-Afrique, la France est un grand pays où il y a beaucoup de structures. Et donc chaque année, chaque 2 ans, il y a des grands rencontres qu'on appelle France-Afrique. Alors quand ils se rencontrent en France-Afrique, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous parlez des sommets? Oui, des sommets là. Alors qu'il ne faut que parler peut-être de l'économie, peut-être des coups d'État, mais ils n'ont qu'à parler aussi du côté culture pour que, au niveau de ceux qui font du cinéma, ceux qui sont des artistes aussi puissent collaborer avec les artistes français, les producteurs français, les réalisateurs aussi. Et chaque fois, il faut France-Afrique. Mais ils parlent de quoi? Je ne sais pas. Nous, on aurait besoin quand même qu'au cours d'une France-Afrique, qu'on voit des producteurs ivoiriens avec des producteurs français, des artistes ici, des réalisateurs d'ici, avec qui vont par exemple être assistants de réalisation sur un film français. Nous aussi, on pense à ça. D'accord. Sinon, avant chaque sommet, les sujets et les thèmes sont connus. Bien avant d'arriver à ce niveau-là, Aubin a une clé. Il a demandé au niveau des artistes de se mettre vraiment ensemble, de créer des ensembles forts pour agir d'une voix. Je pense que ça, c'est l'une des clés que vous proposez. C'est l'une des clés parce que pour avoir assisté, pour avoir été à l'origine de la création d'un nouveau métier qui est le métier de conteur en France, parce que le conte dans tous les pays, cela existe, mais à un moment donné, nous avons essayé de professionnaliser cela. Et donc, nous nous sommes assis, les premiers conteurs professionnels, et puis nous avons réfléchi et nous avons travaillé sur ce qu'on appelle la charte des conteurs. Donc, tous les domaines artistiques devraient pouvoir s'asseoir et réfléchir sur une charte. Pardon. Maintenant, si cela ne se fait pas et que chacun pense savoir et chacun pense espérer que demain il y arrivera, mais il se fourvoie. Parce que normalement, la charte, c'est un creuset qu'on met en place de telle sorte que, à partir de ce creuset, chacun vient maintenant individuellement puiser là-dedans pour aller travailler. Si ce creuset n'existe pas, ben, comment voulez-vous que, oui, vous alliez en tournée quelque part, je vous emmène pour un spectacle à Korogo, et je vous dis, ben, à Korogo, quand on sera là-bas, j'ai ma tante, elle ne peut pas bien, hein. Tu vas voir, bon, elle va vous faire à manger, et puis bon, j'ai mon petit frère, il est enseignant là-bas, vous allez dormir chez lui. Bon, vous êtes artiste, vous voulez faire votre spectacle, bon, si je refuse, ça ne va pas marcher, vous allez accepter. Ton petit frère qui vient derrière va aussi accepter. Ainsi de suite, il n'y a pas de conditions professionnelles. Et c'est à l'intérieur de ces chartes-là que tout cela s'arrête, s'assoit. Et si, par exemple, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, vous êtes un artiste. Guy de Fer doit aller faire un spectacle à Port-Boué alors qu'il habite à Yopougon, mais les frais de déplacement incombent à Guy de Fer, par exemple. Et le producteur, lui-même, il sait que c'est comme ça que cela fonctionne. Guy de Fer est averti parce qu'on est dans la même ville. Mais en dehors de la ville, eh bien, ces charges incombent aux producteurs, les transports, l'hébergement, la nourriture, mais il n'est pas question de copinage parce que je t'aime bien, bon, arriver là-bas, bon, on va se débrouiller, on va voir. Vous voyez, c'est ensemble qu'on met les choses en place et qu'on respecte ce qu'on a mis en place pour pouvoir avancer. Bien pris. Engré, nous sommes à Cocody avec M. Kone Siriki. Il sera le dernier à réagir à ce sujet-là et nous allons passer à l'autre sujet après les interventions successives de Charlie la légende et de Shana Malonga. Kone, bonjour. Kone. M. Kone est-il là? Il n'est pas là. Alors Charlie, en une minute, les propositions concrètes, il y a espoir. Je veux dire, les moyens humains ne manquent pas. Oui. Il y a espoir. Il y a espoir. Le seul problème, c'est ce que le grand frère Aubin Manfi disait tout à l'heure. Il fallait qu'on fasse un diagnostic sur le cinéma. Qu'on arrive à déceler les mots qui minent le cinéma, parce que moi je pense que le ministère de la Culture sait très bien. Il a parlé des assises du cinéma, oui, comme les assises de la BAD ces jours-ci. Oui, il faut qu'on fasse les assises du cinéma aussi, parce que le talent, la jeunesse est là, la relève est assurée, donc il faut qu'on fasse les assises, qu'on sache qui fait quoi, qui fera quoi, d'où vient le problème. Si l'État doit ouvrir des salles de cinéma, pour éviter que les particuliers qui ont des salles vraiment compliquent la situation aux réalisateurs qui veulent venir projeter leurs films. Il y a beaucoup de choses à voir. Si l'État doit dégager des fonds
qu'on donne officiellement à des gens, pas, parce qu'il y a des fonds aussi, souvent on entend par-ci par-là qu'il y a des fonds qui sont disponibles. Chaque année, on ne sait pas à qui on donne ces fonds. Et bon, il y a toujours des gens qui prennent ces fonds, qui ne remboursent pas, qui ne produisent pas des films. On ne voit pas vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut qu'on donne officiellement ces fonds, qu'on présente But de Fer. On a donné 500 millions à But de Fer. On attend les 6 mois ou bien les 1 an qu'ils arrivent, son film, pour lequel il a encaissé ces millions. Donc, il faut qu'il y ait une transparence vraiment dans ce milieu pour que le cinéma puisse rebondir. Alors, si on récapitule, Aubin trouve qu'il faut s'organiser et parler d'une seule voix, donc initier les assises du cinéma, ça c'est avec les autorités compétentes. But de Fer trouve qu'il faut professionnaliser le milieu, faire un travail au sein des acteurs même, pour qu'on ait des films potables. Non, les acteurs sont prêts à étudier, ils sont prêts à connaître les rois du milieu. Tous les acteurs, c'est-à-dire... Oui, pas seulement ceux qui sont devant la caméra. Même les séries télévisées aujourd'hui ne se font pas sans formation. Le gars il fait un casting, il retient les acteurs qu'il veut, après il passe à la formation. Pendant la formation, il y a des acteurs qui sont recalés et il démarre le tournage de son film avec les acteurs que lui-même il souhaite voir dans sa série télé. Sinon, il y a un réel besoin, ce cinéma à sa place, il ne faut pas vraiment l'abandonner. On va terminer par Chana. Sur ce chapitre du cinéma, une ou deux solutions par rapport à ce que ce cinéma vit aujourd'hui, pour que ce cinéma sorte de là. Oui, tout a été dit, hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être créer des salles de cinéma, mettre à la une les films ivoiriens, les films africains d'ailleurs, tout simplement. Au lieu de toujours des films américains, allez-y sur les chaînes américaines, on regarde les films américains tout simplement. Mais vraiment passer des films ivoiriens, passer des films africains dans les salles de cinéma. Voilà, merci beaucoup. Le débat pourra continuer chez vous. Nous avons quelques minutes, le temps pour nous de vous faire passer le document concernant l'éducation artistique. C'est un chapitre qui a été choisi par vous, téléspectateurs, les 13 et 20 mai. Ibrahima Koné était avec nous en plateau ici, avec Aubin Manfei, But de Fer, Charlie la légende. Pour ces personnes-là, l'éducation artistique est une valeur et si cette éducation est inculquée, on est sûr que l'art soit regardé d'une autre manière. L'éducation, c'est la réception et ou la transmission du savoir, de la connaissance. Alors cette connaissance-là, elle peut se traduire par plusieurs facteurs, elle peut indexer plusieurs domaines. Dès lors qu'on se base sur la pratique ou la découverte de l'activité artistique, on va parler tout de suite d'éducation artistique. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on reste sur que le côté de la transmission du savoir. Depuis le bas âge, on dit aux enfants éducation artistique, on leur apprend à jouer les xylophones, les petits instruments, on les éduque à l'art. Et puis à l'école primaire, dans le programme, dans le cursus scolaire, on donne des ouvertures extrascolaires pour que notre enfant puisse avoir une éducation artistique ou alors une éducation sportive. Donc l'éducation artistique consiste à apprendre un art. Chacun ne connaît pas son rôle. Lui, en tant que l'artiste, il ne sait pas quels sont ses droits et devoirs. Le manager ne connaît pas quels sont ses droits et devoirs. En Côte d'Ivoire, c'est lui qui se lève, je suis manager. Alors que le manager, c'est vrai qu'il est redevable à l'artiste, mais l'artiste aussi est redevable au manager. En fait, c'est l'ignorance de l'environnement artistique qui pousse chacun d'acteurs culturels à faire ce qu'il veut. Et c'est ça. Il faut un encadrement d'un artiste. Il faut un staff managérial qui est composé, c'est-à-dire qui est composé de beaucoup de spécialités, quoi. Un bon coaching autour. En question d'éducation, il faut savoir maîtriser le milieu dans lequel on veut exceller. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas venir par effet de mots comme tout à l'heure, ou bien ton ami devient chanteur, paf, il prend son copain, bon, tu es mon manager, bon, c'est des choses, c'est pas du tout intéressant. Quel intérêt il y a? L'intérêt est que l'art, d'une manière générale, vous vide l'esprit, vous nourrit l'esprit, vous amène à vous fait grandir. C'est ça aussi l'intérêt. Maintenant, le côté travail, fonction, métier, intérêt financier, tout ça, cela vient après parce qu'on peut avoir une éducation artistique, on peut être dans l'art sans pour autant être artiste.
Patrick, vous allez être le dernier à intervenir en éducation artistique sur l'adresse électronique et sur la toile. Qu'est-ce que ça donne? Un seul intervenant. D'accord, un seul intervenant. Il faut dire que Mohamed, tout le monde essaie de donner une définition parce qu'il faut dire qu'il est un peu étranger. Chez nos internautes, Art Gaillard s'est bien défendu. Il nous dit en vérité, l'éducation en elle-même est une culture pédagogique liée aux mœurs types. Elle concourt à l'amélioration des techniques spirituelles purement adaptées aux besoins humains et divines. C'est elle qui contribue de manière compréhensive à la bonne communication entre l'être et son moteur et ensuite créer un usage de confiance et d'union en société. L'éducation artistique est l'espérance d'une vie responsable. C'est l'essence technique d'une bonne application dans l'exercice de bien apprendre quelque chose et aussi le comment ajuster un langage. On a été très heureux d'être avec vous durant ce mois de mai 2015. Guy Defay, êtes-vous prêt pour le mois de juin? Je suis prêt. Beaucoup de sujets au programme. Oui, sans problème, je suis prêt. Oui, très bien. Aubin Manfei, on prêt à confirme. l'attaque, sans problème. Oui. Charlie. On répond toujours présent. Chana, elle retourne quand? Alors moi, je retourne le 31 dimanche. Non, ça veut dire qu'elle sera avec nous ici le mercredi? Ça, c'est un aparté. Oui, ça, c'est... D'accord, Tiana, c'est quoi l'actu? C'est un album de 8 titres arrangé par Extra Musica. Il y en a pour tout le monde, folklore, coupé décollé, dombolo, vraiment il y a tout. Donc vraiment à écouter, vous pouvez suivre quelques clips déjà sur YouTube, sur Chana Malonga. Vous avez ma page officielle, Chana officielle avec 2 F et 2 L. Ou sinon Chana Malonga, mon compte perso. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir